Cette réunion est en cours d'enregistrement en participant. Dire que la dernière fois, lorsque je n'ai pas pu parler à cause des problèmes techniques, il y avait aussi présente, qui a intervenu, l'écrivaine Evelyne Caduc. Voilà. Alors, pour ce qui est de mon intervention, d'abord, je vais dire 2 ou 3 mots pour répondre, disons, à la question d'où je parle, en quelque sorte. Je suis un cinéaste. En Algérie, j'étais un leader dans le mouvement intellectuel. J'ai été ciblé par les islamistes. J'ai dû quitter l'Algérie en 93. Et c'est à partir en fait, de cette distanciation que de film en film, j'ai pu commencer à aborder la question taboue en Algérie, du départ, la question taboue du départ de 1 million de personnes, de non-musulmans, en 1962, au moment de l'indépendance. Donc, de film en film, pour arriver à ce film qui s'appelle Algérie, histoire à ne pas dire, qui a été interdit dès sa sortie, prévue à l'époque en juin 2007. Le film, en fait, il va être attaqué par mes anciens amis algériens, progressistes, démocrates, et en France, il va sortir en salle, mais depuis, aucune télévision jamais ne l'a diffusé. Voilà. Alors, je me suis toujours intéressé aux problèmes d'histoire, notamment de l'histoire algéro-française, et c'est à ce titre que je me suis intéressé donc à ce rapport Stora. Et je voudrais le situer quand même un peu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait ce rapport, il y a eu une intervention, enfin une proposition du président de la République française, Macron, à l'Algérie, de constituer une sorte de commission mixte d'historiens pour, disons, avec le but, disons, de réconcilier les mémoires françaises et algériennes. Et aussi, en fait, sans qu'ils le disent vraiment, mais c'était dans la perspective, évidemment, du prochain anniversaire de 2022, de la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire 60 ans, 60 ans anniversaire de 60 ans. Alors à cette époque, dès qu'il y a eu cette proposition du président, j'ai écrit donc avant le rapport Stora, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la République française, c'était le 17 novembre 2020, et je disais vers le début de cette lettre que cette initiative était louable, qu'elle était même, c'était un grandiose dessein, qui concerne directement une centaine de millions de gens qui attendent cela depuis 60 ans. Je parle de la réconciliation. Pourtant, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire mon extrême pessimisme. On ne peut combler en 2 années un si grand retard dans la recherche historique et surmonter ce qui relève de la censure d'État. Quand je parle de la censure d'État, je parle autant, certainement, évidemment, en Algérie, mais aussi en France. Et en conclusion, presque, je disais, vous pouvez beaucoup de ce fait pour créer, du moins en France, les conditions de liberté et de sérénité d'un débat sur l'histoire franco-algérienne. Si cet exercice, le seul salutaire, venait pour des considérations politiques à être remplacé par un exercice de repentance unilatérale, alors vous prépareriez à la France des décennies d'une nouvelle violence qui déjà pointe son nez, aujourd'hui verbale, mais demain physique, sous le ridicule vocable, comme vous savez, de décolonial, de la part de soi-disant intellectuels qui, plutôt que de lutter pour la démocratie dans leur pays d'origine, se croient le droit de culpabiliser le peuple blanc de France. Voilà, c'était ma lettre à l'époque. Évidemment, je n'ai reçu aucune réponse, ni du président, ni de ses conseillers. À présent, donc, je vais passer au rapport Stora lui-même, donc, pour dire d'abord que ce qui m'a frappé dès le début, c'est que confier à un seul homme, un seul historien, un rapport qui a pour ambition la réconciliation entre les peuples d'Algérie et de France, à mon avis, c'était déjà une faute. Alors, il est vrai que, de par une gestion habile de sa carrière, Stora est devenu en France un peu, je dirais, Monsieur Algérie. Mais cette monopolisation
a été dénoncé par beaucoup de gens, et notamment par Kader Moulfi de la coalition Arki.com. Il dit à peu près au début, M. Benjamin Stora ne doit plus monopoliser le débat sur la vraie, fausse guerre d'Algérie et doit se soumettre à de véritables contradicteurs. En effet, ce rapport pêche de multiples manières, pour la forme comme pour le fond. Alors, pour la forme, je voudrais parler surtout de l'éthique, parce que pour moi, c'est important en tant que cinéaste, mais je considère que l'éthique dans tous les domaines des sciences naturelles et aussi des sciences, et encore plus peut-être des sciences humaines, est aussi importante que la science elle-même. Or, l'éthique de cet historien, Stora, à mon sens, laisse à désirer, et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, loin d'essayer, par exemple, je vais citer différents exemples, hein, parce que ce ne sont pas des attaques personnelles, c'est juste qu'il faut dire que cette manière de se comporter vis-à-vis de l'éthique du chercheur, et à mon avis, dévalorise d'emblée son rapport. Alors, il y a, par exemple, loin d'être le fait d'être le seul rédacteur, Stora, au contraire, accentue la personnalisation, notamment en faisant des autocitations en veux-tu, en voilà, en nous infligeant son autobiographie politique et même ses amitiés algériennes. Alors, dans les amitiés algériennes, il cite par exemple Medjid Merdassi, qui est gratifié de grand historien, entre guillemets, alors qu'il ne l'était pas du tout. C'était un sociologue, je le connais depuis 1963, bien avant Stora d'ailleurs, donc, et je puis témoigner qu'en août 2005, alors que j'étais à Constantine pour préparer mon dernier film sur l'Algérie, Merdassi, qui est de Constantine, qui est constantinois, me parla de la conférence qu'il allait prononcer lors de la grande messe annuelle qui s'appelait le colloque national pour le 20 août 1955. Alors, je signale que le 20 août 1955, c'est un massacre qui a été commis durant toute cette journée et qui a abouti à 130 non-musulmans qui ont été massacrés au faciès. Et donc, il me disait toute son admiration pour celui qui a organisé ce massacre, qui s'appelait un chef du FLN, de l'ALN, qui s'appelait Zirout Youssef, et qu'il avait qualifié, ça je me rappelle très bien, de grand stratège. Alors, pour parler encore de ce grand historien, Merdassi, je signale comme ça qu'il a écrit un article sur Raymond Léris, qui est un musicien juif de Constantine, assassiné par le FLN en 1961. Et alors, il fait un article dans un livre qui s'appelle « Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours ». Ce livre a été supervisé par Stora et Abdelwaheb Medeb, paru en 2013 à Albin Michel. Et en fait, ce livre était destiné à vanter une coexistence heureuse, sans faille, entre juifs et arabes, démentie pourtant par la terrible réalité de la Dima, ce dont témoigne abondamment, entre autres, 800 pages d'archives dans le livre qui s'appelle « L'exil au Maghreb », écrit par David Littman et Paul Fanton. Cet article de Merdassi était très apologétique pour Léris. Il chantait en arabe, il avait un orchestre avec des arabes et des juifs, etc. Mais, comme par hasard, il ne dit pourtant rien du fait que le musicien a été assassiné une année avant l'indépendance, voilà, et que le FLN ne l'a toujours pas en revendiqué, cet assassinat. Alors, Stora, je dirais dans ce rapport qu'il signe de son nom, il commet en fait la même impasse concernant ce musicien. Il parle de Raymond Léris, mais il ne dit jamais qu'il a été assassiné par le FLN. Alors ça, du point de vue de l'éthique, si vous voulez, ça pose problème. Mais ce n'est pas les seules choses. Il y a par exemple des manipulations textuelles d'un entretien de Mohamed Harbi, l'historien algérien, tout à fait respectable. Cet article était consacré au massacre des Harkis et
au lieu de dire comme Mohamed Harbi, il faisait une citation de Mohamed Harbi, et au lieu d'écrire comme Mohamed Harbi avait écrit les bavures du FLN-ALN, sous la plume de Stora, ça devient les actes du FLN-ALN. Cette manipulation a été dénoncée par deux filles de Harki, qui sont des militantes du mouvement Harki, qui s'appellent Fatima Besnassi et puis Dalila Kershouch, mais c'était aussi signé par 49 autres personnes. Alors, un autre exemple, en annexe, je crois, Stora cite des discours de chefs d'État français, mais comme par hasard, il omet celui où Jacques Chirac déclarait aux Invalides le 25 septembre 2001, je cite, « Les harkis et leurs familles ont été les victimes d'une terrible tragédie. Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. » Alors, un autre exemple encore, à un moment donné, Stora cite le témoignage de Louisette Irilarise, ce témoignage avait été publié par Le Monde le 20 juin 2000. Alors, Stora, il nous rappelle d'abord que cette militante algérienne, je cite, militante algérienne indépendantiste, jeune fille, alors âgée de 20 ans, fut atrocement torturée à l'état-major de la 10e division parachutiste du général Massu. Mais le problème, c'est qu'il omet de dire la suite, il tait la suite. Lorsque Louisette Irilarise ajoute qu'elle a été sauvée par le médecin militaire de la même 10e division, disons, parachutiste du général Massu, ce médecin militaire s'appelait le commandant Richaud. Et cette précision, d'ailleurs, lui valut à Louisette une flopée d'insultes de la part d'anciens moudjahidines, d'anciens combattants, mais Stora, qui n'a pas le courage de Louisette Irilarise, devrait pourtant savoir qu'une demi-vérité travestit l'histoire autant qu'un mensonge. Alors, je rappellerai aussi que M. Algérie, qui évoque dans ce rapport la censure, n'a jamais dénoncé, par exemple, la censure de mon film, ni préconisé, par exemple, qu'il soit diffusé dans les télévisions en France. Pourtant, c'était une coproduction algéro-française, et ce sont des Algériens arabo-musulmans qui racontent la terreur exercée contre des non-musulmans dont ils furent eux-mêmes les témoins actifs ou passifs. Alors, je considère que si la France avait protesté par la voix de son ministre de la Culture contre cette censure, si elle avait programmé ce film dans les chaînes de télévision, je crois que ça aurait pu déclencher depuis longtemps, puisque le film est sorti en 2007, et en France il est sorti dans salle en 2008, il aurait pu être le départ d'un véritable débat que tout le monde attend depuis 60 ans. Je signale aussi que lorsque j'ai écrit des articles sur les massacres du 5 juillet 1962 à Oran, dans un journal qui s'appelle le Huffington Post, pour montrer que, comme dans tous les grands pogroms, la foule fanatisée qui lynche tous les non-musulmans, l'historien Jean-Jacques Jordi, que nous avons entendu la dernière fois, disait qu'il avait comptabilisé 700 victimes. Donc, cette opération, je montrais dans cet article que s'il y avait d'un côté, effectivement, un lynchage populaire, etc., mais que ça avait été aussi une opération préparée, coordonnée en haut lieu, tant par le FLN d'Oran que par l'état-major de Boumedienne, qui venait, suite aux accords d'Évian du 19 mars 1962, qui venait de rentrer avec ses troupes du Maroc et de Tunisie, et dont les troupes se trouvaient à Tlemcen, à quelques 100 km d'Oran, mais il avait à Oran son propre responsable, le colonel Barty, et tout ça a été organisé donc par eux. Et Stora, alors, il me répond dans le Huffington Post en arguant que ce fut une conséquence des actions de l'Ouest, comme si ça avait été spontané comme ça, et il ne dit rien du but visé par les chefs nationalistes de cette opération, de ce massacre,
le plus grand massacre de toute la guerre d'Algérie quand même, et qui était le but qui était de viser tout simplement le départ de tous les non-musulmans. C'est-à-dire que tous les non-musulmans, juifs, chrétiens, qui étaient restés là jusqu'au 5 juillet en se disant, bon, peut-être on a exagéré, peut-être qu'il faudrait rester, peut-être que finalement tout va bien se passer, notre maison est là, notre travail est là, etc. Tous ces gens qui étaient encore en Algérie, eh bien, ça c'était le message pour leur dire, vous devez partir, comme l'assassinat de Raymond Léris dans le Constantinois avait été un message pour tous les juifs d'Algérie, vous devez partir, vous n'avez rien à faire ici. Alors, les dirigeants algériens, pourtant n'ont jamais fait un secret de cette visée, c'est-à-dire d'épuration, hein, qu'ils sont arrivés à atteindre, comme le prévoyait d'ailleurs Camus, avant de mourir. Je vais donner 2 ou 3 petites citations pour que ce soit clair que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Déjà en 1956, au milieu des étudiants algériens à Paris, Reda Malek, qui deviendra un grand dirigeant par la suite, qui fait partie des négociateurs d'Évian, etc., il conclut son intervention devant les étudiants en leur disant « L'Algérie n'est pas un manteau d'arlequin », c'est-à-dire parce qu'il y avait des étudiants marxistes, communistes, etc., qui voulaient que l'organisation des étudiants s'appelle Union nationale des étudiants algériens et non pas Union générale des étudiants musulmans. Et finalement, ce sera musulman. Alors, un autre quelqu'un qui va devenir ministre après l'indépendance de Boumedienne, Belaïd Abdeslam, dans ces mêmes rencontres avec les étudiants, il dit « Avec 1 million d'Européens, l'Algérie serait ingouvernable ». Un autre leader, Lakhdar Bentobal, enfin tous les Algériens d'un certain âge le connaissent très bien ce nom, c'est un grand dirigeant aussi du FLN. Quand il y avait le FLN qui avait fait un papier, disons, à l'ONU pour dire les Européens sont des citoyens algériens et pourront rester, etc. Alors un jour, il y a des militants au Maroc qui lui posent la question en disant qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors il leur répond, ces textes sont purement tactiques. Il n'est pas question qu'après l'indépendance, des Juifs ou des Européens soient membres d'un gouvernement algérien. Ça fait partie d'un livre qui s'appelle Les archives du FLN, édité par l'historien dont je parlais tout à l'heure, Mohamed Harbi. Alors, Reda Malek, pour rester toujours avec lui, après l'indépendance, il va écrire un livre sur les accords d'Évian, et dans les années 90, ce livre paraît au Seuil, et là, vous pourrez trouver une phrase où il dit « Heureusement, le caractère sacré arabo-musulman de la nation algérienne était sauvegardé. » Voilà. Quant à Ben Khedda, qui a été le président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, entre 1961 et 1962, il confirme dans son livre « La fin de la guerre d'Algérie », publié en 1998, il dit ceci « En refusant notamment la nationalité algérienne automatique pour 1 million d'Européens, nous avons prévenu le danger d'une Algérie bicéphale. » Voilà, on ne peut pas être plus clair que ça. Pour en terminer donc avec ce problème de l'éthique de cet historien et sa manipulation, je voudrais parler un peu de sa manipulation de sa propre histoire personnelle et celle de sa famille. Alors, le 26 mai 2008, il y avait eu un colloque qui avait été organisé par une association Coup de Soleil pour tenter de contredire mon film. Il m'avait aussi invité avec une brochette d'historiens, parmi lesquels il y avait Stora, etc. Et à un moment donné, la tonalité générale de ces historiens, c'était de dire que s'il y avait eu l'exode dont mon film parlait, c'était parce qu'il y avait eu l'OAS, parce que les gens avaient eu peur, etc., etc. C'était surtout pas parce qu'il y avait eu une politique de terrorisme du FLN de 1954 jusqu'à la fin, jusqu'à 1962. Et alors, à un moment donné, il y avait une personne dans l'assistance qui était de Constantine, qui connaissait très bien la famille Stora, et plus âgée que Stora, et qui lui pose la question d'une manière un peu naïve, disons, un peu entre guillemets, et il lui dit « Pourquoi votre famille est partie ?» Alors Stora, qui apparemment le connaissait, s'énerve, et tout en se levant pour partir, quitter cette conférence, il dit ceci « Mes parents aimaient la France, et quand la France est partie, ils sont partis avec. » Voilà. Ça, je crois qu'on peut trouver ça encore sur Internet.
Alors, pourtant, dans un texte autobiographique qu'on peut trouver aussi sur Internet, une enfance à Constantine, Stora décline, vous avez qu'à lire le texte, il décline le mot peur une bonne dizaine de fois. Il avait peur quand son père ne soit assassiné, que sa mère quand elle allait au marché, il avait peur quand il y a eu l'assassinat de Raymond Léris, ils ont eu peur comme tous les juifs de Constantine, etc. etc. Mais dans le journal SLAT, hein, un journal numérique, je crois, électronique, on peut lire la véritable raison du départ de la famille des Stora. Alors je cite l'article, son père, Astora, pourtant a du mal à se résoudre à partir. Un jour, deux Algériens musulmans, militants du FLN, Front de Libération Nationale, lui rendent visite. Alors le père, les deux militants cherchent à rassurer le père, Élie, il s'appelle Élie Stora, et alors que le passage à l'indépendance approche. Dans cette Algérie, alors le père, Élie, pose une question. Dans cette Algérie, pourrons-nous, nous, les Juifs, garder une citoyenneté pleine et entière? Il leur demande. Et les réponses sont floues, évasives, etc. Et puis, dès qu'ils sont partis, dès que la porte se referme, c'est le journal toujours, Élie, le père, dit devant sa famille, cette fois, c'est décidé, nous partons en France. Donc voilà dans quelles conditions ils vont partir, et non pas parce que, comme le disait Stora devant cette salle d'une centaine de personnes, parce que ses parents aimaient la France. Bon. Ça, c'était pour l'éthique. Alors, pour le rapport lui-même, d'abord, je voudrais parler des déséquilibres. Ceci a déjà été abordé par l'historien Monneray la dernière fois, mais j'essaierai de dire des choses un peu différentes. Le but demandé, puisque l'historien était missionné par le président de la République, c'était de préconiser des mesures qui favoriseraient la réconciliation entre les deux peuples. Mais réconcilier exige de respecter un minimum d'équilibre entre les deux parties. Or, ce rapport est marqué par un flagrant déséquilibre qui le délégitime entièrement. Alors, par exemple, je vais donner plusieurs exemples. Lorsque des massacres sont évoqués, il ne s'agit que des massacres dont ont été victimes les Algériens, entre guillemets, c'est-à-dire les Arabes, les arabo-musulmans ou les amazirs arabo-musulmans. Stora ignorait-il que dans la région de Sétif, en mai 1945, puis dans le Constantinois le 20 août 1955, ce sont les nationalistes arabes qui déclenchèrent des insurrections dont la cible au faciès furent les non-musulmans? L'historien Roger Vétillard, dont les livres font autorité sur ces deux événements, n'est même pas cité dans son livre. Alors, c'est le même sort que subit Jean-Jacques Jordi, que vous avez pu entendre la dernière fois, dans son livre il a écrit Silence d'État, un livre où il fait le bilan il a trouvé sur la base, il est le seul en fait, il est le seul historien à avoir pu établir que sur la seule base des archives françaises, hein, alors ne parlons pas s'il y avait eu un accès aux archives du FLN, de l'ALN, il a trouvé plus de 700 victimes. Et moi, j'ai compté parmi ces 700 victimes plus d'une centaine de juifs, d'après les noms. Et lors du massacre du 5 juillet 62, commis à Oran par le FLN-ALN. Ce livre de Jordi n'est même pas cité dans le rapport de Stora. Lorsque l'on parle des harkis, on évoque des représailles dans le rapport de Stora, ce qui, en fait, reprendre à son compte le narratif de l'État algérien qui criminalise les harkis. Hein. Ça aurait été des criminels et donc les massacres des harkis n'auraient été que des représailles. Lorsqu'il détaille par exemple l'action musclée, effectivement, de l'armée française durant la bataille d'Alger, 57, début 57, pendant quelques mois, sans dire évidemment qu'elle a été provoquée par une vague terroriste du FLN de grande ampleur qui cibla avec des bombes essentiellement des civils, Stora parle des 3000 disparus algériens dans la bataille d'Alger. Mais il tait les 3000 disparus non musulmans de l'année 1962, qui ont été très largement documentés par l'historien Jean Monneray, qu'on a pu entendre aussi la dernière fois.
Alors, il y a encore un déséquilibre, par exemple, lorsque Stora donne les noms de femmes arabes qui ont été torturées et violées par des militaires, mais sans donner, par exemple, hein, ceux de ses deux enfants, Nicole Guiraud et Daniel Chiche, dont la bombe posée au Milk Bar d'Alger en septembre 1956 par Zohra Drif, qui va devenir une grande sénatrice après, par la suite en Algérie, dont la bombe donc arracha respectivement le bras à Nicole et la jambe à Daniel. Ces déséquilibres, en fait, sont trop nombreux pour être ici signalés, mais ils sont la trame même de ce rapport. Alors maintenant, j'aimerais aborder un deuxième aspect, c'est le problème des narratifs. Alors, avant d'envisager, je crois, personnellement, c'est mon avis, les mesures qui peuvent réconcilier, tout historien sérieux ne devrait-il pas commencer par interroger les narratifs officiels, dans le cas ici, par exemple, des États algériens et français, puisque l'histoire scientifique a précisément à se démarquer des narratifs pour tenter de reconstituer la trame vraie du réel historique. Alors, quels sont ces narratifs? Pour aller droit dans le sujet, alors, le narratif de l'État algérien, il est assez sommaire. L'Algérie a été colonisée. La colonisation est un crime absolu, économique, politique, culturel. La guerre de libération a été la seule manière d'accéder à l'indépendance. Et les seuls vrais Algériens sont les arabo-musulmans. Les autres sont tous des colons, c'est-à-dire des étrangers, et ils doivent quitter l'Algérie au moment de l'indépendance. L'indépendance, d'ailleurs, n'a pas mis fin à la négativité du colonialisme, puisque le colonialisme s'est mué en néocolonialisme. 60 ans après l'indépendance, l'Algérie subit toujours les séquelles de ce néocolonialisme, et sans doute pour l'éternité. La France doit donc se repentir, sans doute aussi pour l'éternité. Alors, le narratif de l'État français, lui, par contre, il a tellement évolué depuis, depuis 62, disons, qu'aujourd'hui, il serait presque le calque du narratif de l'État algérien. Mai 1945, août 1955 ont été des massacres pour l'État français, commis uniquement par l'armée française. Les insurrections nationalistes qui ont débuté, qui ont commencé ces massacres d'Européens, de Juifs, etc., eux sont passés à la trappe. Et comme vous le savez, le président de la République, l'actuel président de la République française, a même dit que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Donc la colonisation qui hier avait été considérée comme un bienfait civilisationnel, aujourd'hui devient un méfait absolu. Alors pour ma part, je considère que ces deux narratifs, algérien et français, sont faux. Alors, mon avis, c'est que pour le narratif de l'État français, je pense qu'il n'a pas, il a pas évolué en fonction de considérations scientifiques, grâce au travail des historiens, etc., mais par rapport à des considérations économiques et surtout politiques. À l'instar de la France, à l'instar de l'Europe, la France a eu besoin de main-d'œuvre et de pétrole. Elle a dealé avec l'Organisation de la coopération islamique, qui s'appelle en abrégé l'OCI, et qui a imposé ses conditions et ses narratifs sur l'islam, religion de paix et d'amour, sur la remise en cause de la laïcité, sur l'immigration, sur les colonisations, et évidemment aussi sur Israël. Bataillor a démontré tout cela, a très bien démontré tout cela dans le livre Eurabia. Alors, quant à l'inamovible narratif de l'État algérien, il repose en fait sur deux mythes. Le plus grand mythe, produit par les jeunes promoteurs nationalistes de cette guerre en 1954, qui créeront donc le FLN, est son inévitabilité. Cette guerre était inévitable. Faute de pouvoir contester politiquement et pacifiquement la colonisation, il fallait recourir à la lutte armée. Et comme tous les mythes, s'il a la vertu de l'autojustification, il ne correspond nullement à la vérité.
car depuis la Première Guerre mondiale, jusque dans les années 50, jusqu'au début de la guerre en 54 par exemple, tous les marqueurs d'une vie politique et associative sont en progression constante. Il y a de plus en plus d'associations, de syndicats, de partis, d'organisations, de femmes, de jeunes, de journaux, de plus en plus de revues, de meetings, de manifestations, tout ça par des partis indépendants, des partis qui se réclament de l'indépendance, du Parti communiste algérien, de l'association des oulémas, les religieux, etc. Et qui correspond évidemment, à cette croissance correspond évidemment de plus en plus de lettrés, je parle des Algériens arabes, d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes. Voilà. Il suffit de regarder les journaux pour s'apercevoir de ça. Une telle progression, c'est mon avis, durant une décennie encore, c'est-à-dire jusque dans les années 60, aurait eu le triple avantage de former une société civile que la guerre va détruire, qui était en gestation, en formation, que la guerre va détruire, de ménager une sortie pacifique de la colonisation, et sans doute aussi de faire de la Nouvelle-Algérie une société multiethnique garantissant les droits culturels et cultuels de ces minorités juives et chrétiennes. Au lieu de quoi, nous avons eu une guerre de plus de 7 ans, des exactions de part et d'autre, 300 000 morts d'après les historiens sérieux, et non pas 1,5 million comme le disent les gouvernants algériens, le massacre des Harkis, l'exode d'1 million de non-musulmans, enfin, cerise sur le gâteau, si on peut dire, de l'indépendance, les militaires au poste de commandement, et ce jusqu'à ce jour. Mais quand on détruit sa propre société civile, en 1954, à quoi d'autre peut-on s'attendre en 1962 et jusqu'à maintenant? Les historiens auront à nous dire pourquoi c'est l'option violente qui a été choisie en 1954, mais mon hypothèse est qu'elle est la conséquence inéluctable de la pensée nationaliste fondée sur l'islam, pour laquelle l'identité nationale avait été, de par le sang arabo-musulmane avant 1830, et elle devait le redevenir, donc arabo-musulmane, voilà, après l'indépendance. Et de fait, la guerre fut menée, ça on le voit très bien dans plusieurs épisodes de mon film, Algérie, histoire de ne pas dire, la guerre fut menée sous les auspices de l'islam, comme un djihad, une guerre sainte, fi sabilillah, pour la cause de Dieu, qui ciblait par un terrorisme qui n'avait absolument rien d'aveugle, qui ciblait les civils non musulmans, chrétiens et juifs, en tant que chrétiens et en tant que juifs, et dont le but était de pousser ces derniers vers l'exode, et de préférence avant même l'indépendance, afin que l'exode prenne l'aspect d'un départ volontaire. La valise, vous connaissez l'expression la valise ou le cercueil, et souvent ce slogan a été attribué à l'OAS. Or, c'est un slogan qui était dessiné sur les murs des villes d'Algérie depuis 1945 par les nationalistes algériens. Et c'est précisément parce que ce sont des combattants arabes qui témoignent dans mon avant-dernier film Algérie, histoire de ne pas dire, de cette stratégie du nettoyage ethnique qu'il a été interdit dès sa sortie en 2007. Alors, à présent, je voudrais parler du deuxième mythe. Je parlais tout à l'heure de ces narratifs fondés sur deux mythes. Et le deuxième pilier, si je puis dire, pilier fondateur sans lequel tout s'effondre, c'est le discours nationaliste sur la colonisation de l'Algérie. Alors, l'Algérie aurait perdu, donc, d'après ce mythe, l'Algérie aurait perdu son indépendance avec la colonisation française. Or, en 1830, c'était une partie de l'Empire ottoman, et l'Algérie n'existait ni comme nation, ni comme même pays autonome. Une nouvelle historienne algérienne d'une quarantaine d'années à peu près, que je ne connaissais pas, je ne connais pas, mais j'ai lu des extraits par-ci par-là, qui s'appelle Abla Reziel, avance courageusement ceci, je cite: « Considérer la présence turque en Algérie comme une colonisation remettrait en question la politique d'aujourd'hui des deux pays, mais le politiquement correct l'emporte sur l'histoire.
Ce qui revient à poser la question suivante. Le droit d'user du concept de colonisation n'impose-t-il pas préalablement d'en discuter le contenu, quand on est un historien en tout cas sérieux? L'Europe aurait-elle été la seule puissance coloniale? La plus terrible des colonisations ne fut-elle pas celle menée au nom de l'islam en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, infiniment plus violente que celle menée par l'Europe? Les historiens indiens n'évaluent-ils pas les morts à plus de 80 millions entre l'an 1000 et 1500, donc durant 5 siècles? Cela ne pourrait-il pas aider à faire des comparaisons entre les différentes colonisations? De plus, lorsque l'on veut évaluer de façon scientifique un état de société, ne se doit-on pas de le comparer avec ce qui a précédé? Les bienfaits de la colonisation ottomane auraient-ils été supérieurs à ceux de la colonisation française? Quelles villes, quelles universités, quels lycées, quelles écoles primaires, quels hôpitaux, quels barrages, quelles routes ont-ils construits du temps de l'Empire ottoman? Quelles maladies ont-ils éradiquées? Quels marais ont-ils asséchés? Quelles sociétés civiles ont-ils aidé à naître, à faire naître? On pourrait poser 1000 questions comme ça. Diaboliser la seule colonisation française, n'est-ce pas une manière de jeter un voile pudique sur la réalité crue de la société existante, ce qu'on appellera l'Algérie par la suite, en 1830? Une société qui était une société tribale, clanique, dont l'islam même n'arrivait pas à surmonter les divisions. Une société agraire de très gros propriétaires fonciers qui étaient en même temps des chefs de tribus en général et qui se comportaient comme des seigneurs. Et d'une population misérable de Khames. Le Khames, c'est un homme agriculteur qui travaille dans l'agriculture, qui est une sorte de serf qui ne reçoit aucun salaire, sauf le cinquième, c'est pour ça Khames, Khamsa, 5, il reçoit le cinquième de la récolte, quand évidemment il y a récolte, quand il y a mauvaise récolte, il reçoit presque rien, et donc c'est tout ça, il y avait une population misérable. Et alors, tous ces Khames, ils n'avaient aucun pouvoir sur les affaires du pays, naturellement. En Kabylie, il y avait une agriculture de survie, gérée par le clan familial essentiellement, une société qui, de ce fait, est incapable de fonder une nation et de se débarrasser des colonisateurs arabes, ottomans, puis français. On accuse la colonisation française de n'avoir accordé qu'une demi-citoyenneté aux Arabes. En fait, je précise, entre parenthèses, si je puis dire, que les Arabes, en fait, ce sont des Amazirs arabisés par l'islam. Des Arabes purs, si on peut dire, il n'y en a presque pas. Mais en Algérie, la majorité des gens se considèrent comme des Arabes. Et alors, ne devrait-on pas ajouter que l'Empire ottoman ne leur avait octroyé aucune citoyenneté et que jamais il ne mit en place une assemblée algérienne, comme l'a fait la France, par exemple, à partir de 1945 ou 1946, je crois, avec 60 députés arabes. Ne devrait-on pas enfin dénoncer le crime culturel de la conquête arabe qui priva la population amazigh de sa langue, de sa culture, de sa personnalité, alors que l'arabe dialectal et littéraire ont été enseignés du temps de la France dans les lycées, à l'université, et que beaucoup d'écrivains se faisaient publier en arabe. Aussi, c'est peu dire qu'en reprenant à son compte, durant sa campagne électorale en 2017, le mythe que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, le futur président français, Emmanuel Macron, versant lui aussi dans la démagogie, c'est peu dire qu'il a facilité ni le travail des historiens, ni la réconciliation. Pourquoi, pareillement, la conquête arabo-musulmane depuis le 7e siècle, n'a-t-elle pas été aussi qualifiée de crime contre l'humanité? Pourquoi dénoncer les inégalités, iniquités, humiliations subies par les musulmans et codifiées par le Code de l'indigénat, qui dura 64 ans, de 1881 à 1945, et non pas les inégalités, les iniquités et humiliations subies par les chrétiens et les juifs en application du code de la Dima qui, lui, ne durera pas 64 ans, mais 1200 ans. Il est vrai que depuis la Shoah, qualifiée par le tribunal de Nuremberg de crime contre l'humanité, il est devenu de mode
de vouloir se comparer à l'extermination des 6 millions de Juifs. Quand Emmanuel Macron confia aux journalistes qui l'accompagnaient qu'il venait d'avoir l'idée d'une initiative qui est, je cite, à peu près le même statut que la Shoah pour Chirac en 1995, fin de citation, n'était-ce pas dans l'avion qui le ramenait de Jérusalem en janvier 2020? Les Amazirs et les Berbères qui se revendiquent arabes auraient-ils subi une extermination planifiée par l'État français depuis plus d'un siècle? La croissance démographique de ces derniers aurait-elle été stoppée? Et pour ce qui est des exactions, faudrait-il pour autant ne retenir que les exactions de l'armée française, je parle du temps début de la colonisation, et oublier celle de l'émir Abdelkader, dont on se plaît aujourd'hui à souligner la noblesse, qui sauva plus tard des chrétiens de Damas, et dont les troupes se distinguèrent par le massacre des Juifs dans sa ville de Mascara, et aussi plus tard par la décapitation de 300 prisonniers français, sans parler des trop nombreux massacres, pogroms, celui de Constantine par exemple contre les Juifs en 1934, et actes de barbarie commis avant et après la création du FLN-ALN. On aimerait que le bien et le mal soient bien départagés, mais quand et où cela fut, Monsieur le Président? Pour résumer, je dirais qu'il y a fort peu de chances que le narratif algérien se modifie. Pour cela, il faudrait que l'Algérie devienne démocratique, que les archives FLN-ALN soient ouvertes, que les mythes et les dogmes concernant la guerre d'Algérie, la colonisation et l'identité nationale puissent être remis en question. Tant que l'État algérien ne changera pas, ce narratif ne pourra jamais changer, tant il est le socle même de son existence depuis 60 ans. Sans ce socle, il s'effondre, malgré d'impressionnantes richesses naturelles qui ne servent qu'à la consommation. L'État FLN a perdu toute légitimité sur tous les plans. Sur le plan de l'économie, entre parenthèses, dans le rapport de Stora, il est noté que la France exporte des hydrocarbures vers l'Algérie. Et ça n'a fait réagir personne. La France exporte des hydrocarbures vers l'Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie exporte du pétrole brut et qu'elle reçoit des produits raffinés hydrocarbures de la France. Perte de légitimité dans l'économie, dans l'identité. Les Amazirs, désormais, sont en rupture totale de banc et ils réclament leur indépendance. Les Kabyles, par exemple, il y a eu des élections législatives il y a une semaine, les Kabyles n'ont quasiment pas voté. Crise de légitimité dans la santé. C'est effroyable ce qui se passe chaque année, c'est pire. Les présidents de l'Algérie, que ce soit Bouteflika ou bien dernièrement Tebboune, donnent l'exemple en allant se soigner à l'étranger. Tebboune est allé pour son corona se soigner en Allemagne. Alors, dans la culture, c'est pas mieux. Les écrivains et les cinéastes tentent de se faire éditer et se faire produire en France. Sur le plan du bien-être général, et même, je dirais, plus que le bien-être, l'espoir, le rêve de toute une jeunesse est de foutre le camp et d'obtenir un visa, et ceci sans parler de la gangrène corruption qui gangrène toute la société algérienne. Face aux diverses contestations, notamment la plus dangereuse, celle des islamistes, l'unique légitimité qui subsiste est donc celle de la légitimité historique, celle d'avoir mené la guerre de libération. L'organisation des anciens combattants, qui s'appelle les anciens Moudjahidines, adoube chaque nouveau président en contrepartie de la reconduction de multiples avantages moraux et surtout matériels. Donnant, donnant. Je te donne de la légitimité, tu me donnes de l'argent et des avantages. 60 ans. Et ce n'est pas simplement les anciens combattants qui, au fur et à mesure, meurent, mais c'est aussi les enfants et les petits-enfants, ça se transmet. C'est comme avec les réfugiés palestiniens qui sont réfugiés de 48, et maintenant il y a ceux qui sont réfugiés au fur et à mesure, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. 60 ans après l'indépendance, les dirigeants algériens imputent encore aux séquelles du colonialisme leur propre impéritie. Il y a une quinzaine d'années, l'homme politique le plus intelligent qu'ait produit l'Algérie, Mouloud Hamrouche,
qui fut Premier ministre en 89-90, n'a-t-il pas fait le triple constat qu'en Algérie, c'était une interview dans un journal qui s'appelait La Nation, je cite, il faisait le constat, il parlait de l'Algérie des années 2000, il n'y a pas de politique, il n'y a que des clans. Pour trouver de la politique, il faut remonter aux années 40. Alors, hormis le fait que l'on pourrait même faire remonter au moins aux années 30, ce que je disais tout à l'heure, la montée du mouvement de la société civile algérienne, on peut dire que c'est un hommage à la colonisation, qu'il a été volontaire ou non de la part de Hamrouche, ça j'en sais rien. Car contrairement au discours de beaucoup d'organisations pieds noirs, qui mettent en valeur l'héritage matériel de la colonisation, ce qui me paraît plus important encore, c'est l'héritage politique et intellectuel suggéré trop rapidement par le président Bouteflika lorsque, en l'an 2000, devant les députés français à l'Assemblée nationale, il reconnut, je cite, que la colonisation avait introduit la modernité et il avait laissé passer un petit silence, il avait ajouté par effraction. Et je trouvais qu'il y avait dans cette formule les deux éléments, en fait, la modernité et l'effraction. Et ça, c'était une vision nouvelle. Je croyais qu'il allait continuer sur cette lancée, mais comme beaucoup d'autres, et puis il a été récupéré complètement par le système et il a fini comme vous savez. En effet, d'où sont venues les idées d'indépendance en Algérie, de république, de nation, de démocratie, de nationalisme, de syndicalisme, de communisme, sinon de la France, du pays colonisateur? Le FLN n'a-t-il pas été créé par des militants du MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, lequel avait pris la suite du PPA en 1933, qui avait été créé en 1933, le Parti du peuple algérien, lequel PPA provenait de l'étoile nord-africaine créée à Paris à l'initiative du Parti communiste français. Dans quelle langue se sont transmises ces idées parmi les élites politiques et médiatiques musulmanes, sinon le français? N'est-ce pas l'écrivain Kateb Yassine qui avait qualifié la langue française de butin de guerre, dans lequel ont aussi puisé Mouloud Feraoun, les écrivains réputés Mouloud Feraoun, Mouloud Mamri, Mohamed Dib, et aujourd'hui, par exemple, une quantité extraordinaire d'écrivains, de Rachid Boujedra, disons Aboualem Sansal pour aller vite, et qui sont tous, que je sache, d'excellents patriotes. Alors, le développement des transports, je parle toujours du temps de la colonisation, le développement des transports, de l'enseignement, même dans les endroits les plus reculés, n'avait-il pas fait progresser la prise de conscience nationale malgré l'extrême division de l'espace social clanique? Jusqu'à aujourd'hui, comme le disait Hamrouche, nous sommes dans le clan, et donc raison de plus encore à cette époque. En substituant au système tribal parcellaire la centralité d'une administration moderne, la colonisation n'avait-elle pas posé les bases du futur État algérien? En transformant, aujourd'hui encore, par exemple, la sécurité sociale algérienne fonctionne comme la sécurité sociale française, parce qu'en fait, ça a été la sécurité sociale française qui s'est imposée en Algérie comme en France. Et donc, l'Algérie a un système social, en tout cas, un des plus évolués dans le monde après la France, à cause de cela. En transformant les Khames en ouvriers salariés, comme je disais tout à l'heure, capables d'initiative, y compris politique, y compris indépendantiste, la colonisation, contrairement à l'Empire ottoman, ne fit-elle pas œuvre de libération, qui a donné à l'Algérie son nom même? Et ses frontières actuelles, d'ailleurs aux dépens de la Tunisie et du Maroc, qui ne sont toujours pas contents que l'Algérie a profité d'étendre ses frontières en prenant des territoires qui appartiennent à la Tunisie et au Maroc. Il y a eu une guerre en 1963 même entre l'Algérie et le Maroc à cause de ça. Voilà bien des questions, donc toutes ces questions qu'un président d'une république qui se dit encore démocratique devrait se poser et éventuellement y répondre, sans parler de Stora ou d'autres historiens de la colonisation. Alors, il y a un paragraphe, enfin un chapitre, c'est le dernier à peu près dans le rapport Stora, qui s'appelle « Préconisation ». Et alors, Stora, il énonce une série de préconisations qui, elles aussi, sont marquées par le déséquilibre. Bon,
J'y reviendrai pas sur ça parce que les historiens Jordi et Mondré, la dernière fois, ont dit ce qu'il fallait en penser, mais personnellement, et cela découle de tout ce que je viens de dire, je ne pense pas que sur le terrain miné par les mythes et les narratifs mensongers, puisse se construire une réconciliation. Je n'y crois pas. Il est dérisoire, comme le suggère le rapport Stora, de penser que l'on arrivera à réconcilier en changeant quelques noms de rues, comme il le propose. Ou alors, après la catastrophe, nazie, la réconciliation entre les peuples d'Europe n'a pu se faire que sur la base de la démocratie, que sur la vérité historique, que sur la liberté de la recherche historique. Or, l'Algérie ne deviendra pas démocratique avant longtemps. Ceux qui défilent, par exemple, depuis 2 ans, oui c'est ça, depuis 2 ans, chaque vendredi, qu'on appelle le Hirak, et qui ça veut dire le mouvement, et qui se réclament de la démocratie, hein, qui s'opposent au gouvernement, au pouvoir, au nom de la démocratie, ils se raccrochent eux aussi, comme le pouvoir, à la criminalisation de l'État français. Donc, je ne vois pas quel espoir il peut y avoir de ce côté aussi. J'ai donc bien conscience que ce que je vais préconiser, entre guillemets, ça restera des vœux pieux, tant que l'Algérie restera un pays totalitaire. Mais en tout cas, ils seront conformes avec tout ce que je viens de dire. Alors, premièrement, ma première préconisation, si vous voulez, serait que les États français et algériens doivent cesser d'instrumentaliser l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie et laisser s'en occuper leur société civile. L'histoire aux historiens, la mémoire aux citoyens et aux artistes, la réflexion aux intellectuels. Or, du côté français, c'est clair que l'initiative du rapport, de la réconciliation, etc., tout le monde le dit. Je ne vois pas pourquoi on ne le croirait pas, que c'est en fonction du fait que 2022, l'anniversaire, le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, c'est aussi à quelques semaines près la date des élections que le président Macron aimerait bien obtenir certaines voix en France à ce moment-là. Les deux États et leurs narratifs, ainsi que leurs dirigeants, contraints par des agendas politiques, donc, sont depuis 1962, à mon avis, le principal obstacle à la réconciliation, parce que cette réconciliation, elle est quand même largement pratiquée par les populations depuis des décennies. Et vous connaissez tous des témoignages, des récits de pieds noirs, ou bien d'enfants de harkis qui sont retournés dans leur ville, dans les villages natals, ou bien dans les villages ou les villes de leurs parents ou grands-parents, et qui ont été magnifiquement reçus par les gens, les simples gens. L'État algérien doit garantir aux chercheurs, ce serait ma deuxième préconisation, l'État algérien doit garantir aux chercheurs et aux créateurs la liberté d'expression, de circulation, d'investigation, de création, de diffusion, et veiller au respect de l'expression des courants de pensée minoritaires et surtout mettre fin à toutes les formes de censure. Je signale par exemple que le chanteur Enrico Macias, qui est en Algérie adulé, qui est le neveu de Raymond Léris, assassiné, comme je l'ai dit tout à l'heure, et depuis 60 ans, il est interdit d'antenne et de scène dans son pays natal. Alors, l'accessibilité à toutes les archives, et notamment du FLN-ALN, puisque en France, c'est quasiment ouvert, c'est, je pense, la condition sine qua non de la réconciliation. L'État algérien, troisième préconisation, l'État algérien doit faire respecter la liberté des pratiques religieuses le plus strictement possible et punir tous les fanatismes générateurs de violence ainsi que toutes les formes de haine à l'encontre des Arabes chrétiens, des athées, des homosexuels, des Amazirs, des Harkis, des Noirs, des Pieds-Noirs, des Juifs, etc. De plus, la France ferait bien aujourd'hui de ne pas reproduire sa cécité passée par rapport au désir d'autonomie, voire d'indépendance des Amazirs, ainsi que de faire toute la lumière sur les assassinats à Paris de l'avocat et homme politique kabyle Ali André Messili, assassiné le 7 avril 1987, donc, et du fils de Ferhat Meheni,
qui est l'actuel président du gouvernement provisoire kabyle en exil, qui a été assassiné le 19 juin 2004. Et évidemment, quand vous le supposez, vous le comprenez, ces assassinats sont manifestement signés. Quatrième préconisation, les États français et algériens pourraient grandement faciliter et accélérer la mise en application de ces diverses stratégies de gestion de la mémoire et de l'histoire franco-algérienne si, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ils reconnaissaient ensemble, solennellement, trois injustices historiques. La première des injustices, la privation des populations amazighes et amazighs arabisées de la pleine citoyenneté durant la presque totalité de la période coloniale. Mais ceci dit, je relativise tout de suite en signalant qu'en France, par exemple, le suffrage universel ne concernant tous les hommes qu'avec la Troisième République, c'est-à-dire en 1875, donc presque un siècle après la Révolution française, et les femmes qui n'eurent accès au suffrage universel qu'en 1944, donc un siècle et demi après la Révolution française. La deuxième injustice, c'est l'exode de la population non musulmane, les Juifs, les Pieds-Noirs en 62, qui a été en fait un des plus grands déplacements de population. Il y en a eu d'autres dans l'histoire, mais celui-là fait partie des plus importants. La tragédie, troisième injustice, c'est évidemment la tragédie de la population harkie qui a été abandonnée par la France et martyrisée en Algérie. Alors, la cinquième, si je puis dire, préconisation, c'est que je voudrais dire concernant les harkis, il conviendrait de comprendre que la double tragédie qu'ils ont endurée a été d'abord la conséquence d'une fausse représentation de leur identité. Compte tenu de la conception ethnique et tribale du combat indépendantiste, qui a été celle du FLN et qui le demeure, si les Pieds-Noirs et les Juifs considérés comme des étrangers, ils n'étaient considérés que comme des ennemis, alors que les Harkis, qui eux étaient musulmans, ne pouvaient être que des traîtres, puisque s'opposant à FLN, qui lui se voulait représenter à lui tout seul la légitimité. C'est cette vision, à mon avis, qu'il faudra préalablement et une fois pour toutes abandonner. La France n'est pas l'Allemagne nazie et les harkis n'étaient pas des collabos. Ou alors, il faudrait aussi qualifier de collabos tous ces Algériens qui aujourd'hui vivent leur algérianité comme un enfermement et leur désir de francité comme une libération, et qui ne rêvent que d'avoir un visa pour la France. Sixième préconisation, le rétablissement dans leur algérianité de tous les natifs d'Algérie et de leurs descendants serait sans doute un geste déterminant vers la réconciliation. Septième préconisation, l'institution d'une journée nationale fériée en France et en Algérie, le même jour donc, qui serait consacrée à toutes les victimes de la guerre d'Algérie et qui permette à chaque groupe concerné d'honorer la mémoire de ses propres morts, et cela pourrait parachever tout ce processus de réconciliation. Quant aux symboles, puisque le rapport Stora parle des symboles, je pense qu'ils ne pourront atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire refermer les plaies, apaiser, réconcilier, que s'ils sont consensuels, réciproques et exempts d'esprit revanchard. Alors je me pose une question, pourquoi par exemple la France s'est-elle crue obligée d'honorer Maurice Audin ? Maurice Audin était un communiste, il est mort pour ses idées indépendantistes, il se considérait comme un Algérien, c'est à l'Algérie de le faire, et elle l'a fait d'ailleurs. Il y a une place d'Alger importante qui s'appelle Maurice Audin. Quand l'Algérie, par contre, on pourrait demander quand l'Algérie inscrira le portrait de Raymond Léris sur ce mur de Constantine, où figurent déjà les portraits géants de 4 représentants de la musique judéo-amazigho-arabo-andalouse, et non, comme le dit Stora, arabo-andalouse,
quand j'ai fait c'est dans la troisième partie de ce film Algérie, histoire à ne pas dire, quand je suis arrivé à Constantine, tout de suite, je suis arrivé dans une rue qui est du centre-ville de Constantine, et sur cette rue, il y a ces quatre portraits géants faits en céramique, comme ça, de grands musiciens, dont certains étaient vivants encore, et il y avait pas parmi eux, c'était tous donc des musulmans, il n'y avait pas du tout Raymond Léris, alors que Raymond Léris est considéré aujourd'hui par les mélomanes de la musique andalouse, il est considéré comme le plus grand. Euh, et ce serait en tout cas une belle manière de faire oublier les propos indignes de Khalida Toumi, qui a été 4 fois ministre de la Culture dans les gouvernements Bouteflika et qui s'était promis de déjudaïser la musique arabo-andalouse. Voilà, c'était du temps où mon film a été interdit et c'était contre moi qu'elle avait prononcé cette phrase. Alors, en guise de conclusion provisoire, très rapidement, euh, malgré le refus du repentir du président de la République française, force est de constater que ce rapport qu'il a commandité à Stora, force est de constater qu'il est du début à la fin un acte de repentance qui ne dit pas son nom. S'il devait être maintenu tel quel, il vouerait à l'échec l'ambition d'en faire un instrument de la réconciliation entre l'Algérie et la France. Et plus encore, il donnerait du crédit aux courants décoloniaux qui stigmatisent le peuple blanc de France, sans parler de l'islamisme, dont le projet immédiat en France est de faire enterrer la laïcité. Voilà qui devrait à tous nous faire méditer. Merci.